Bon après-midi, chers abonnés. Bon après-midi, chers internautes. Bon après-midi à tous les fidèles des Blue Digital Talk. Bienvenue à la 25e édition de votre webinaire qui a pour vocation de démocratiser tout ce qui est digital et les enjeux autour de cette économie numérique. Aujourd'hui, nous avons comme thématique, à l'ère de l'économie numérique, effectivement, c'est de savoir que faut-il pour accélérer la transformation numérique au Cameroun. Pour nous accompagner cet après-midi, nous avons un panel de haute qualité que je m'en vais dans un premier temps vous présenter avant que, comme à l'accoutumée, nous démarrons notre webinaire. Donc, avec nous cet après-midi, nous avons, on va être galant et commencer par la dame, Edmond Thibault, directeur des relations publiques pour la zone CEMAC chez Huawei. Elle est avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Edmond. Bon après-midi, Loël. Bonsoir à tout le monde. À côté d'Edmond, nous avons Charmant Béala, qui est responsable risque et performance chez Harvest Asset Management. Bon après-midi, Charmant. Bon après-midi, Lionel, et bon après-midi à tous. Enfin, à côté donc de Edmond et de Charmant, nous avons Jacques-Jonathan Niem, qui est avocat d'affaires. Il est président du DO et Think Tank de Oculans et les porte-parole du JICAM. Il est avec nous cet après-midi. Bon après-midi, Jacques-Jonathan. Merci Lionel. Bon après-midi et bonjour à tous et à toutes. Comme à l'accoutumée, notre webinaire aura deux étapes. La première étape consistera donc à donner la parole 10-15 minutes à chacun de nos panélistes pour que derrière, il aborde la thématique qui a été arrêtée. Et la deuxième partie sera consacrée à vos questions, chers abonnés. On prendra une ou deux séries de questions max pour que derrière, chacun des panélistes puisse entrer en détail dans ses propos et dans sa vision par rapport à la thématique abordée. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Que faut-il pour accélérer la transformation numérique au Cameroun? Je commencerai par donner la parole à Charmant Béalal, responsable risque et performance chez Harvest Asset Management, qui, il y a quelques mois, ont fait la une parce que derrière, ils ont commencé en tant qu'entreprise de financement la transition numérique au sein de leur entité. Charmant, you have the floor. Merci de me passer la parole, Lionel. Je vais commencer à présenter notre société, qui est Harvest Asset Management. C'est une société de gestion de portefeuille 100% indépendante, créée en 2017 et qui propose à sa clientèle institutionnelle et privée, de particuliers, une gamme variée de solutions d'investissement, principalement placées sur le marché financier de la zone CEMAC. Aussi, nous jouissons d'un agrément de la COSUMAF, qui est le régulateur de notre marché, et qui s'assure que tous les produits que nous plaçons, que nous distribuons auprès de notre clientèle sont agréés. Dans ce cadre réglementaire, nous gérons un portefeuille d'environ 200 milliards à ce jour. Donc, passer la présentation de notre société, je vais vous dérouler un peu notre expérience dans le cadre de notre projet de migration cloud, notre projet d'infrastructure. Donc, cela se compose des lignes suivantes. On va d'abord commencer par vous donner les raisons qui nous ont poussé à migrer notre infrastructure vers le cloud. Ensuite, on va vous présenter les avantages et les inconvénients de ce choix-là. Parce que cela, on va aborder l'aspect des challenges dans l'implémentation concrètement de ce projet-là. Ensuite, on va aborder le volet impact organisationnel, comment nous nous sommes redéployés à la suite de cet objectif-là. Et enfin, nous allons présenter les perspectives. Sans plus tarder, je vais remonter aux raisons qui nous ont poussés à entamer ce changement. Il faut dire que nous sommes une société financière et les activités financières sont de plus en plus sujettes à des attaques
Or, nous sommes dans un cadre où nous avons obligation de continuité de service pour nos clients. Donc, dans ce cadre-là et dans le contexte de 100% digital dans lequel nous vivons actuellement, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on fasse le choix de migrer notre infrastructure euh, télécom vers le cloud, donc infrastructure IT vers le cloud, afin de renforcer la sécurité des données et de nous assurer de la continuité de notre service. Donc, c'est effectivement ça qui nous a motivés à faire ce choix-là. Mais comme tous les choix, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, je vais de ce pas vous présenter les avantages. Il est clair que nous gagnons en sécurité des données parce qu'ici, nous avons droit à des mécanismes tels que l'étiquetage, les accès conditionnels qui renforcent considérablement la sécurité de notre flux de données. Après ça, on a l'archivage en temps réel des données. Aujourd'hui, grâce à ce projet, toutes les informations stockées sur un terminal PC ou laptop d'un collaborateur chez Harvest Asset Management est immédiatement synchronisée dans le cloud. Ce qui fait que même s'il y a un incident chez Harvest, inondation, tremblement de terre, ou que même si cet équipement est endommagé, nous avons la possibilité de rapidement retrouver ces données. Et cela dans un très court instant. Ensuite, un autre avantage de ce choix-là, c'est la maîtrise du flux d'informations de la société. À ce jour, nous savons exactement quel employé sur quel terminal a accès à quel type d'informations. Donc, c'est ça qui nous a aussi conforté. Par la suite, il y a le fort gain en stabilité de l'infrastructure. Généralement, dans les infrastructures traditionnelles ou conventionnelles, on peut être sujet parfois aux fluctuations de l'énergie électrique. Parfois, il y a le courant qui se coupe, le groupe électrogène ne prend pas à temps, ou bien il peut juste avoir une panne d'énergie électrique. Dans notre cas, nous jouissons de la stabilité de l'infrastructure Office 365 qui, jusqu'ici, s'est toujours montré disponible. On parle même souvent de disponibilité supérieure à 99%. Donc, un autre avantage est la réduction de l'investissement initial. Ce forfait joue d'un mécanisme de licence mensuelle, licence annuelle, ce qui fait qu'une infrastructure qui pouvait peut-être coûter des dizaines de millions voit son coût lissé sur une certaine période, et ce qui facilite l'investissement de l'entreprise sur ce produit-là. Donc, ce qui nous garantit très rapidement de rentrer en possession d'un parc informatique, d'un domaine sécurisé et unique. Après ça, et enfin, nous pensons que c'est la technologie la plus adaptée pour notre secteur d'activité, en ce sens où elle confère la sécurité, la confidentialité et même la conformité sur les données. Donc, sur le plan des avantages, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui nous a poussé à faire ce choix-là. Néanmoins et cependant, nous pensons qu'il y a également des inconvénients. Le premier, tout à l'heure, nous avons présenté le mécanisme des licences, mais ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que celui-là, il est regroupé en diverses catégories de licences. Et les licences sont en fonction du produit qu'elles apportent. Donc, en fonction de notre besoin, nous pensons que cette valeur, le montant de la licence peut rapidement évoluer, ce qui pourrait distordre, déformer la structure des coûts qu'on a prévus initialement pour ce projet. En outre et enfin, l'inconvénient de la disponibilité de la bande passante et du problème d'Internet. Bon, comme tous les projets d'infrastructure au Cameroun, nous rencontrons comment dire, des fluctuations dans le débit de nos données, ce qui n'est pas toujours bien pour le fonctionnement de l'application. C'est donc pour cela que nous avons besoin des entreprises performantes qui savent mettre en place des infrastructures télécom solides comme Huawei pour accompagner les sociétés du Cameroun dans l'exécution de ces challenges-là. Donc, passer les avantages et les inconvénients, nous allons vous présenter les défis que nous allons rencontrer dans l'exécution, dans le déploiement de notre migration. Le premier, c'est l'adéquation entre notre vision du management, de passer du tout au numérique et les ressources humaines disponibles localement.
Donc, c'est clair qu'on voulait passer en cloud, c'est clair qu'on voulait la sécurité des données et tout, mais on n'a pas toujours trouvé la main-d'œuvre locale et disponible. Donc, c'est ça. Après cela, en interne, même pour nous, ce n'était pas toujours clair. Donc, on a dû se challenger, on a dû brainstormer pour produire à la fin un cahier de charges le plus précis possible, à telle enseigne que le prestataire sache vraiment ce qu'il vient faire. Donc, ça, ce n'était pas du tout donné. Maintenant, ces deux challenges surmontés, nous avons entamé la recherche des prestataires pour la migration. Euh, Ça également, ce n'était pas facile. Nous avons dû ainsi passer un appel d'offres international dans lequel nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de candidatures hors du continent, plus particulièrement d'Inde. Et oui, donc, néanmoins, Ok. on a constaté qu'il y a eu également, bien qu'il y ait à marge de l'appel d'offres international, des candidatures locales. Mais ce qu'on a vu, c'est que les candidatures locales ne maîtrisaient pas toujours le sujet. On pense que les prestataires locaux se focalisaient plus sur la vente de licences plutôt que dans l'exécution même de ce qui concernait la migration. Donc, c'est ça. Après cela, fort de notre philosophie de coopération de sud-sud et ayant reçu la candidature du cabinet de conseil Kyria Consulting Service, basé à Abidjan, nous nous sommes portés vers ce candidat-là, lequel a su de bout en bout nous délivrer une infrastructure cloud stable et solide. Après le choix du partenaire pour la migration, il a fallu définir la stratégie de migration vers le cloud. Quelles sont les étapes? Comment on va les faire? Donc, ça également, ça fait l'objet de sérieux brainstorming. Enfin, euh, le dernier des défis a été de dimensionner exactement nos besoins relativement à ce qu'offre le panel d'administration de Microsoft. En effet, celui-ci donne une large gamme de solutions, mais toutes ne correspondent pas toujours à la licence que nous avons choisie. Donc, si on se trompe ou on ne cadre pas bien notre besoin, on risque de rentrer dans des circuits de surfacturation ou de rajout des coûts. Donc là également, c'est un défi. On a cadré effectivement ce qu'il fallait faire avec les ressources que notre licence nous offrait pour pouvoir délivrer la licence, l'architecture, l'infrastructure optimale. Donc, Ok. après avoir présenté ces challenges-là, nous allons passer à l'impact sur notre organisation du projet, du projet d'infrastructure cloud. Le premier est celui du gain en temps dans le monitoring habituel du réseau local. Aujourd'hui, on sait que la plateforme de Microsoft gère tout ce qui est monitoré. On n'a plus besoin d'aller regarder si le serveur est allumé, si le courant passe et tout. On sait que nos données sont là, sont présentes et sont disponibles. Donc ça, c'est déjà ça. C'est déjà le premier bon impact. Le deuxième est notre forte progression dans la gestion du flux de données. Comme dit précédemment, on sait exactement quel type de données se trouve sur quel terminal. Donc ça, c'est un truc qui ne se faisait pas toujours avant. Maintenant, c'est clair, c'est calé avec des mécanismes d'accès conditionnel pour si on ne veut pas que tel utilisateur ait accès à un certain type de données, on va juste dans le panel d'administration et on lui retire les accès. En trois, il y a la facilité de travail à distance. Vous savez qu'on sort, j'ai voulu dire qu'on sort d'un contexte de coronavirus, mais nous sommes au courant qu'il y a le nouveau variant Omicron. Bon, il y a les sensibilités encore de travail à distance, mais cet outil-là nous facilite vraiment cette tâche-là, dans ce sens où ces licences-là intègrent fortement le volet mobilité. Aujourd'hui, un employé peut être partout dans le monde, mais son terminal reste dans notre domaine. Ce qui n'est pas le cas des infrastructures habituelles ou dès qu'on sort, par exemple, juste du bureau, on n'est plus dans le domaine. Donc, c'est ça. Ok. En quatrième point, ok, d'accord. Oui. Avant qu'on ne revienne, j'avais quand même
dit que c'était important d'avoir une vision micro d'une entreprise qui a entrepris de faire une transformation numérique et qui, derrière, donc, a rencontré beaucoup de difficultés, tant en termes de ressources humaines qu'il fallait trouver, tant en termes de connectivité par rapport à la bande passante, et tant en termes des prestataires. On peut se dire, OK, que faut-il faire pour pouvoir accélérer la construction numérique au Cameroun? Peut-être c'est de commencer à répondre à ces questions-là. Comment faire pour avoir des ressources humaines qualifiées? Comment faire pour avoir des partenaires locaux qualifiés? Et comment faire pour avoir une connectivité ou une bande passante adéquate pour pouvoir donc mettre en place des infrastructures qui aident à la transformation numérique? Avant de revenir à Charmant, j'aimerais passer la parole quand même à celle-là qui représente une grosse compagnie mondiale qui œuvre de par le monde, par ses actions, à transformer numériquement les pays, les entreprises, les organisations et autres. Edmond, tu as la parole. Merci Lionel. Bonsoir encore et bonsoir à tous les panélistes une fois de plus et surtout bonsoir à tous les autres personnes qui nous regardent d'autres bords, que ce soit sur les pages de Camtel ou bien que ce soit sur les réseaux sociaux ou vos pages personnelles. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de parler de l'économie numérique, surtout celle du Cameroun, parce que je vais simplement, comment je peux dire, ajouter brièvement à ce que Lionel vient de dire. Huawei aujourd'hui est l'une des entreprises qui est leader dans le secteur de télécom. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans pratiquement 170 pays dans le monde. Huawei emploie partout dans le monde à peu près 194 000 employés et nous avons 96 000 employés qui sont dédiés dans la recherche et le développement. Nous sommes classés aujourd'hui 44e des 500 fortunes mondiales. Et je pense que l'une de nos priorités aujourd'hui, c'est d'accompagner tous les pays ou alors tous les gouvernements, du moins là où nous sommes installés, à développer une stratégie numérique assez forte, surtout basée sur nos expériences, parce que l'on ne peut offrir que ce que l'on a, et de les accompagner dans un processus de développement pas à pas, mais sûrement. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de publicité de Huawei parce que je pense qu'Obama, beaucoup de personnes connaissent ou alors on peut en parler plus tard. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui étant d'enrichir nos internautes sur la question que faut-il pour accélérer la transformation numérique au Cameroun? Je vais être très bref. À mon avis, il faut avoir 5 grands axes. Le premier pour moi étant une vision politique. Parce que lorsqu'on parle d'un pays, on parle d'un développement d'un secteur d'un pays, il faut qu'elle soit adossée sur une vision politique. Premier point. On va développer plus tard. Deuxième point, pour moi, il faut avoir une stratégie nationale. Quand on a déjà la vision politique, il faut développer une stratégie nationale qui va gouverner ce secteur, le secteur des télécoms, dont il est question. Ensuite, il faut avoir un plan d'action. Dans la stratégie, il faut avoir un plan d'action clair. Il faut savoir, ce plan d'action, il intègre quoi, sur quelle période, qui en est responsable. Quelles sont les personnes qui devraient intervenir pour l'implémentation de cette stratégie. Ensuite, au-delà de ce plan d'action, il faut avoir un suivi, un calendrier et un suivi. Il faut avoir les personnes, avoir une périodicité sur un compte rendu, que ce soit un compte rendu restreint, interne, public, pour que les engagements qui ont été pris dans la stratégie soient connus de l'évolution et de la progression. Et au-delà de ça, je pense qu'un point qui semble venir peut-être en dernier, mais qui n'est pas le moindre, il faut la formation. Alors, quand je parle de ces 5 grands axes, je reprends la vision politique, la stratégie, les objectifs et un plan d'action, le suivi et la formation. Je vais faire rapidement, puisqu'on n'a que 15 minutes, j'espère que je serai assez claire sur les D'accord. Alors, je parle d'une vision politique parce que je pense que la vision politique est l'élément capital qui porte l'orientation de chaque pays. Heureusement pour le Cameroun, une vision politique, on en a. On parle dans le discours du chef de l'État il y a de cela 2 ans, le 31 décembre, si je ne me trompe pas, il a parlé de la vision d'un Cameroun numérique en 2035.
Alors, ça engage tous les membres du gouvernement, ça engage toute la jeunesse, ça engage les entreprises privées, ça engage les partenaires, alors ça engage aussi Huawei. Je voudrais saisir l'occasion pour rappeler encore qu'au Cameroun, Huawei est le partenaire stratégique du développement de l'économie numérique, qui est comment je peux dire, un partenariat qui a été signé sous l'ordre du chef de l'État lui-même et qui confère à Huawei cette position stratégique et même cette responsabilité d'accompagner le gouvernement dans son processus de développement numérique. Je parlais de la vision. Alors, parlons de stratégie. En parlant de stratégie, je pense que la stratégie que le gouvernement met en place, ou alors, je vais dire, le secteur qui est concerné avec les personnes qui sont concernées, est d'autant plus importante qu'elle essaye de mettre à la table les personnes qui, je vais dire, les experts et les responsables. Je vais dire n'importe quoi. On peut parler à la même table, je veux dire, le ministère des Postes et Télécommunications, le régulateur, les opérateurs, les partenaires, et qui pourraient ensemble ressortir au bout de leur expertise et de leur expérience une stratégie nationale. Ça aussi, je pense qu'on en a déjà parce que le Minipostel travaille énormément là-dessus. On vient de sortir d'une stratégie 2020 et on est sur une nouvelle stratégie qui est désignée par le Minipostel. Et Huawei pense de continuer d'accompagner le Cameroun dans le déploiement de meilleures stratégies aussi. Et même, pourquoi pas, nous pensons aussi qu'il est important pour que le Cameroun commence déjà à penser comment se positionner dans la sous-région en tant qu'un ICT Hub, parce que déjà, techniquement ou alors naturellement, notre position nous confère déjà une préférence dans la sous-région CEMAC et pourquoi pas dans la sous-région Afrique francophone. On devrait avoir ce modèle de vision aussi et Huawei nous pensons fortement que nous avons les moyens de le faire. Notre position géographique, nos atouts, les investissements qui ont déjà été faits dans le secteur des télécoms par le gouvernement avec l'accompagnement de Huawei aussi, l'accompagnement de Camtel, l'accompagnement des opérateurs du ministère et bien d'autres partenaires. Le Cameroun possède des atouts énormes qui permettent de nous positionner stratégiquement dans cette sous-région. Alors, en parlant de plan d'action, je parle de plan d'action parce que vraiment, stratégie sans plan d'action, ce n'est que du verbiage. Il faut qu'on sache clairement au détail où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut atteindre en court terme, en long terme, en moyen terme, je dis n'importe quoi. Et il faudrait qu'on puisse avoir, comme j'ai dit tantôt, un suivi. Le suivi, ça veut dire on ne se contente pas de faire la stratégie, de faire le plan d'action, de partager les responsabilités. Parce que si, à un moment donné, les gens ne se sentent pas responsables ou obligés de rendre compte, du moins publiquement, moi, c'est la méthode que je préfère, ça c'est moi, alors ils ne sentent pas la lourdeur de la tâche qui est la leur. Et enfin, on va parler de formation. Je suis responsable des relations publiques à Huawei, mais je pense qu'avant d'occuper ces postes, j'étais aussi, ou alors je le suis même toujours d'ailleurs, je suis responsable de programme de formation et de transfert de compétences chez Huawei, parce que depuis, Huawei est installé au Cameroun depuis 2008, effectivement. Nous avons commencé quelques années avant, il y a 2016, je crois, à créer des partenariats avec les établissements secondaires, non, supérieurs, autant pour moi, je vous en prie, pour former les jeunes. Nous pensons que le transfert de compétences et le développement des talents, c'est un atout assez important parce que nous aurons beau avoir une belle stratégie, avoir un beau plan d'action, avoir une belle vision. Le gage, en fait, du développement de notre économie numérique aujourd'hui, c'est la jeunesse. Parce que les experts d'aujourd'hui ne seront pas forcément là demain. Il faudrait que les jeunes comprennent les enjeux. Il faudrait que les jeunes comprennent où est-ce qu'on va. Il faut que les jeunes soient en même de prendre la relève. Et ça ne va pas se faire lorsqu'il sera tard. Il faut déjà le faire aujourd'hui. Et je pense que Huawei l'a très bien compris parce que nous formons en partenariat avec 8 établissements et grandes écoles au Cameroun, des jeunes. Nous apportons de la valeur ajoutée à des formations qu'ils reçoivent déjà dans leurs établissements. C'est des formations complémentaires qui leur donnent la possibilité d'avoir accès à nos plateformes, qui leur donnent la possibilité d'échanger avec des étudiants d'autres pays, parce que c'est un programme que nous avons fièrement appelé Huawei ICT Academy,
Et en dessous de Huawei ICT Academy, nous avons créé ce qu'on appelle ICT Competition et Seed for the Future. Je vais expliquer un peu, si vous permettez. Oui. ICT Academy, c'est un programme de formation avec lequel nous signons des mémorandums d'entente avec les établissements, non, pas les établissements, les universités et les grandes écoles. Pour le Cameroun aujourd'hui, depuis 2016 que nous avons commencé, nous étions en partenariat jusqu'ici avec 4 écoles. Cette année, nous en avons ajouté 4. Alors, pour Yaoundé, il s'agit de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, de SUPTI, de IAI, de IFTIC Sup. Pour Douala, nous avons l'Université de Douala, nous avons IUC. Et dans la région du Sud-Ouest, nous avons l'Université de Buea et nous avons l'Institut catholique aussi, universitaire de Buea. Donc, voilà les 8 établissements avec lesquels aujourd'hui nous formons les jeunes qui sont dans les filières TIC. Parce que, bon, en même temps, on veut bien former le maximum, mais on ne va pas aller chercher un étudiant de géographie pour commencer à lui parler de ICT et tout. Donc, voilà, ça concerne uniquement les étudiants qui sont dans les domaines de TIC, dans ces filières-là. Et nous leur donnons effectivement des formations en valeur ajoutée. Comment ça se passe? J'espère que je ne vais pas effriter mon temps, Lionel, je te vois me regarder. Non, non, vas-y, c'est passionnant, vas-y. Alors, comment ça se passe? C'est que nous avons opté pour une approche de formation des Camerounais par les Camerounais. Alors, nous faisons venir des experts de Huawei au Cameroun qui vont former les enseignants d'abord, qui forment les enseignants. Les enseignants sont formés et au bout de cette formation, les enseignants sont soumis à des examens et à des certifications. Alors, ce n'est que les enseignants qui vont réussir à la certification qui seront en même de pouvoir transmettre les cours aux étudiants. Ils seront enregistrés dans nos plateformes, ils auront des accès, ils vont avoir des certifications, ils vont devenir des instructeurs et ils vont recevoir des modules qu'ils vont enseigner à leurs étudiants. Donc, c'est une manière pour nous de pouvoir pérenniser ce savoir parce que là, lorsque c'est l'enseignant qui le fait, c'est beaucoup plus en même de passer, mais aussi le savoir reste avec nous sur place. C'est comme ça. Et alors, ces enseignants aussi sont tout le temps invités à faire des recyclages, à continuer à se former, à augmenter en grade, ainsi de suite. Donc, voilà un peu le procédé. Et nous pensons que c'est très, très important, c'est un aspect très, très important parce que l'avenir, c'est aujourd'hui qu'on le prépare. La formation est un élément assez important et on devrait tous s'investir. On devrait tous s'investir parce que aujourd'hui, le Cameroun a fait des investissements énormes dans le domaine des TIC en termes d'infrastructures. Camtel en sait quelque chose. Et aujourd'hui, je vais dire, on est pas mal, si on veut un peu se comparer dans la sous-région, on est pas mal. Et on a notre câble sous-marin, on a la fibre optique, on a les projets avec les opérateurs. Tous ces investissements sont au compte du développement de l'économie numérique et ce sont des investissements énormes. Alors, si on la jeunesse, si on n'intéresse pas la jeunesse pour le développement, alors demain, on n'aura pas la main-d'œuvre suffisante. Je vous laisse penser, je vous laisse constater que depuis le Covid, l'économie numérique s'est fait ressentir alors un peu plus importante et un peu plus forte. Alors, on devrait s'investir beaucoup plus à la formation des jeunes. Alors, voilà ce que je vais dire en entrée de jeu pour permettre aux internautes de poser la question et que peut-être dans la deuxième phase, on puisse entrer dans beaucoup plus de détails. Merci. Merci Edmond. Je retiens 3 éléments que je trouve très essentiels. C'est déjà la vision politique, qui est celle-là qui drive où on veut aller. Tous les grands pays aujourd'hui, le pays des GAFA, on sait bien que le politique a joué un rôle essentiel pour la création de Silicon Valley et tous les mastodontes que nous connaissons comme les GAFA. Je retiens l'aspect formation. Parce que sans la formation, derrière, on ne peut pas avoir des ressources humaines compétitives. Charmant de Arbès, tout à l'heure, l'a mentionné, ils ont du mal, en tant qu'entreprise qui veut se transformer, à trouver des ressources adéquates pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, la formation est un élément essentiel accompagné de la vision politique. Après, ce que je retiens, c'est que derrière tout ça, par rapport au Cameroun, on doit assumer
de par notre position, de par notre potentiel, le fait de pouvoir être un hub pas seulement sous-régional, mais un même qui englobe l'Afrique francophone pour le Golfe de Guinée avec les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. Ça, on va pouvoir l'assumer. Et c'est cette dynamique-là qui va permettre de créer une émulation et peut-être aider à faire de nous un poumon, la transformation numérique de la sous-région ou du continent africain. Merci Edmond pour tes propos qui ont été assez clairs. J'espère que les internautes ont bien compris et que les questions, ceux qui n'ont pas compris, on les prendra tout à l'heure pour que derrière ils puissent apporter plus de détails. J'aimerais maintenant passer la parole à quelqu'un qui, au quotidien, en tant qu'avocat d'affaires, en tant que président d'un think tank, partage les réflexions justement sur la transformation numérique, en tant que membre du GICAM. C'est une problématique que beaucoup d'entreprises, c'est ce patronat camerounais, le principal même d'ailleurs, se posent. De ton point de vue, Jacques Jonathan, que faut-il pour accélérer la transformation numérique au Cameroun? Merci beaucoup Lionel. Encore ravi d'être sur ce panel. Les échanges sont vraiment très intéressants et très enrichissants. En quelques mots, donc effectivement, je suis Jonathan Niem, avocat au cabinet Niem. Nous sommes un cabinet d'avocats d'affaires basé à Douala, présent sur la place depuis à peu près 25 ans, et on accompagne donc les investisseurs locaux et les investisseurs étrangers dans le développement, la structuration et aussi la restructuration de leurs projets. On les accompagne également dans le cadre de la gestion de leurs contentieux, mais surtout on travaille également aux côtés de décideurs publics sur la mise en œuvre de politiques publiques dans un certain nombre de secteurs. Y compris d'ailleurs, et ça nous est déjà arrivé de travailler dans ce secteur la technologie, médias et télécommunications qui nous intéressent. Alors, sur la question spécifique qui a été posée, je vais peut-être dans un premier temps aller nager un peu à contre-courant de ce qui a été dit jusque-là sur le premier sujet qui est celui de la vision. Aujourd'hui, dans notre pays, on a un document qui s'appelle la stratégie nationale de développement 2030 qui pose le cadre global de transformation de notre pays. Et ce document aujourd'hui définit à peu près 3 piliers pour cette transformation. C'est l'agribusiness, c'est l'énergie et, si mes souvenirs sont bons, c'est le transport. Parmi ces 3 piliers, nous n'avons pas le numérique, sauf à ce qu'on considère en partie, et certains peuvent le faire, que un des axes du numérique inclut une dynamique de transport. Mais d'une manière générale, le numérique en tant que tel n'est pas considéré comme un des piliers structurants de notre transformation économique dans les prochaines années. Il est vrai, et ça on peut le reconnaître aujourd'hui, qu'il y a des efforts qui sont faits, aussi bien au niveau du Mine-Postel que au niveau de Camtel, pour pouvoir doter notre pays d'un certain nombre d'infrastructures, mais on doit quand même se le dire entre nous, à l'heure d'aujourd'hui, le compte n'y est pas encore. Quand on compare aujourd'hui les investissements que le Cameroun fait sur ces questions de numérique en comparaison avec d'autres pays, ça peut être le Rwanda ou le Kenya, les chiffres sont quand même assez clairs. On est 5 fois en dessous de ce que ces pays peuvent faire. Et je pense que d'ailleurs les difficultés que moi-même j'ai eues aujourd'hui à me connecter pour pouvoir participer à ce Zoom témoignent quand même de ce que sur le plan de l'infrastructure numérique, nous avons encore un certain nombre d'efforts à faire. Donc, c'est pour dire que moi, je pense que sur la question de la vision, il y a encore aujourd'hui un travail, une prise de conscience qui doit être celle de nos gouvernants pour véritablement placer le numérique au centre de la vision, de transformation, avec toutes ces composantes. Donc, ça, c'est la première observation que je voulais faire. Maintenant, une fois que on a décidé effectivement que
on place le numérique et que on veut faire du numérique un levier de transformation parce que, et on le voit bien hein, dans un certain nombre de secteurs, partout où on met le numérique, par exemple dans le secteur financier, tout de suite il y a une démarche inclusive qui se met en place hein, avec par exemple le rôle que les fintechs jouent aujourd'hui dans l'inclusion financière. Donc penser à un développement inclusif aujourd'hui nécessite nécessairement d'avoir une stratégie numérique. Une fois on s'accorde là-dessus, il y a effectivement 3 ou 4 piliers ou 3 ou 4 axes sur lesquels il faut qu'on se concentre. Premièrement, et ça, je crois que Edmond l'a dit un peu plus tôt, comment est-ce qu'on structure la filière du numérique au Cameroun? Je pense que c'est la première question qu'il faut pouvoir se poser. Et derrière cette question, il y a un ensemble de sujets qui sont liés, mais surtout, il faut qu'on se demande comment est-ce que nous allons favoriser l'émergence d'acteurs nationaux, champions nationaux du numérique au Cameroun. Parce que ça doit être ça, la vision à long terme pour qu'on puisse développer notre économie par le numérique. Il faut que la valeur créée soit une valeur créée qui soit à un moment donné nationale. Et donc, il faut qu'on définisse aujourd'hui des politiques de local content qui permettent que sur un certain nombre de chantiers qui sont aujourd'hui entamés sur les questions du numérique, progressivement, peut-être d'abord comme sous-traitant, comme prestataire et demain peut-être comme intervenant de premier plan, on favorise l'émergence d'acteurs, de champions nationaux. Il y a déjà des acteurs, mais il faut qu'on leur donne les moyens de pouvoir devenir des champions nationaux pour notre pays. Et je crois que ça, c'est déjà la première chose à se dire. Si on veut véritablement faire du numérique un levier de transformation pour notre pays. Le deuxième point, c'est la question du financement. De la même manière, si on regarde quand même déjà, il est vrai, hein, dans l'environnement des affaires, les PME comptent à peu près pour 30 à 35% des financements qui sont octroyés aux entreprises. Bon, parmi ces PME, combien de ces PME aujourd'hui évoluent dans le secteur du numérique? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire véritablement que nos banques ou nos institutions financières sont engagées dans le financement des acteurs du numérique? Ça, c'est également une question à se poser. Et pour ça, mais pour que ça se fasse, parce qu'il ne faut pas se tromper, dans tous les autres pays du monde, à partir du moment où on a voulu mettre en place la Silicon Valley, l'État a joué un rôle pionnier en la matière pour soit par des mécanismes de subvention, soit par des mécanismes de garantie, soit par un ensemble d'autres mécanismes permis aux banques, aux acteurs fonds d'investissement de financer l'économie et d'encourager la recherche et le développement, notamment dans ce secteur. Je pense qu'il va falloir se poser la même question ici et voir quelles sont les incitations qui peuvent être mises en place pour encourager les banques de la place à financer davantage nos acteurs du numérique. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental. De plus en plus, on voit des acteurs étrangers, on a entendu des fonds d'investissement, Partech et autres, qui s'intéressent à la question des acteurs start-up et autres acteurs du numérique en Afrique, mais quelle est la prise de conscience aujourd'hui des acteurs, des banques et autres institutions au niveau local pour accompagner ça? Je pense que c'est également un point important sur lequel il va falloir se pencher pour être véritablement sûr de pouvoir faire du numérique un levier de transformation de notre pays. Et le troisième point, c'est bien évidemment le point qui a été évoqué, la question de la formation. Mais la question de la formation aujourd'hui, elle doit être une question qui est inclusive, c'est-à-dire que nous avons tous besoin, moi-même j'ai besoin, je suis pourtant avocat, j'ai besoin de pouvoir avoir une formation aujourd'hui sur les questions du numérique. Donc, je pense que effectivement, il est important de pouvoir avoir de véritables professionnels aujourd'hui en la matière, mais il est important aujourd'hui de pouvoir se dire, on le voit aujourd'hui, on se dit, même un avocat doit pouvoir coder, entre guillemets. Donc, on doit pouvoir aujourd'hui faire de cette connaissance, de ce savoir-faire, une connaissance qui irradie en fait
l'ensemble des professionnels et l'ensemble des acteurs, parce qu'en fait, in fine, que ce soit, on parle de e-gouvernement, e-santé, e-éducation, etc. Finalement, le numérique touche l'ensemble de notre économie. Donc, il faudrait, d'une certaine manière aussi, que dans l'ensemble de notre système éducatif tel qu'il est pensé aujourd'hui, que véritablement, on insère le numérique comme une compétence générale qui doit être acquise par les différents acteurs, qu'ils soient littéraires, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient agronomes, etc., etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, de mon point de vue, il est à ce niveau-là. Il faut quand même un ensemble de politiques publiques qui soient volontaristes en la matière. Et comme je le disais un peu plus tôt, ça commence par la SND 30. Dans le livre blanc que nous avons publié au JICAM récemment, nous l'avons évoqué. Nous avons dit on ne peut pas partir de 3 piliers, il faut prendre 4 piliers. Et le quatrième élément de ce pilier, c'est le numérique. Donc, il faut déjà qu'on puisse intégrer cette composante et ensuite qu'on se dote des infrastructures nécessaires, qu'on puisse mettre en place un cadre de financement qui soit attractif et qu'on puisse également permettre la formation de ces acteurs-là avec en toile de fond, comme je le disais, l'émergence des champions nationaux. Il faut qu'on pense numérique, non plus en pensant uniquement aux jeunes qui créent sa start-up et qui se débrouillent, mais en pensant aussi, et il y en a, à toutes les PME aujourd'hui qui sont des PME d'une certaine taille, qui proposent déjà un certain nombre de services, mais qu'on doit accompagner pour être capable de compétir, pourquoi pas avec Huawei. Ok, belle chute. un clin d'œil à Raymond. Exactement. C'est effectivement ça. Je dis que derrière, ok, nous avons Huawei, c'est une expertise, c'est un transfert de compétences d'une machine de guerre. Mais derrière, l'idée, c'est aussi qu'on puisse avoir un Huawei camerounais qui sortirait de terre à côté de Huawei et qui, pourquoi pas, ferait peut-être joint venture certains nombres d'actions. Ce que je retiens encore, c'est que au-delà de la vision, ce que tu dis, c'est que il faudrait que l'écosystème en lui-même soit inculqué de la base. Je me souviens, j'avais vu un documentaire au Vietnam, les enfants à l'école maternelle apprennent à concevoir des calculatrices. Il faudrait qu'aujourd'hui, comme la numérique, c'est la 4e révolution industrielle, elle touche tous les pans de la société, il faudrait que donc, dès la base, que cette graine-là puisse être sémée et que derrière, le mec qui fait peut-être, on parle de géographie, le mec qui fait géographie puisse savoir que derrière, demain, je peux faire la géolocalisation, que le mec qui fait médecine, demain, c'est que je peux faire la télémédecine, que tous les pans de la société, même l'avocat qui pourra demain, pourquoi pas, gérer des affaires en ligne, consulter le code pénal en ligne, c'est de tout ça qu'il est question pour que derrière demain, une dynamique d'ensemble se mette en place pour qu'enfin la transformation numérique puisse être effective. J'aimerais, avant de me rapprocher d'Yvan, Yvan, Yvan, tu es connecté? Je le prendrai, c'était pour savoir s'il y a des questions déjà qui ont été recensées. Avant de passer à cette phase de questions, de prendre les questions des internautes qui sont adressées à chacun de vous, j'aimerais, par ma voix déjà posée, c'est une question que moi j'ai pu ressortir sur la thématique actuelle. Tout à l'heure, je commencerai par Charmant. Au-delà de l'expérience que Harvest a vécue, a entrepris de commencer la transformation numérique pour avoir des gains en temps ou en rentabilité, vous avez été confronté à des difficultés. Et ces difficultés, d'un point de vue micro, peuvent être prises de manière macro, peuvent être des éléments qui, derrière, aident à résorber la problématique de comment faire pour accélérer la transformation numérique au Cameroun. En résumé, par rapport au point que tu as évoqué, est-ce que tu peux nous rappeler ces points-là et expliquer la quintessence, en ton sens, en tant qu'entreprise, en tant que représentant le micro-environnement, et ces éléments-là par rapport à accélérer la transformation numérique au Cameroun? Merci Lionel.
Euh, à titre de rappel, hein, ce qui a constitué le challenge fut la difficulté à trouver des RH locales en premier lieu. Par la suite, il y a la- la- l'entraînement même du personnel. Donc, c'est ça. Après, il y a la connectivité. La connectivité. Donc, globalement, je vais commencer par la partie RH. Donc, je pense que à l'échelle macro, les entreprises devraient plus former déjà leurs employés à l'utilisation des technologies de l'information. Cela permettrait même déjà un gain en temps dans ce qui constitue l'appropriation des logiciels implémentés dans ces sociétés-là. Ça, c'est d'un. Concernant la connectivité, euh, là, je vais encore faire un clin d'œil à Huawei. Euh, je pense qu'il faut quand même que nos sociétés de télécom qui gèrent les infrastructures essaient de se mettre au international. Aujourd'hui, nous sommes en 4G quand même et je pense qu'en tant que micro-entreprise, quand nous sommes en 4G, nous souhaiterions quand même avoir un débit qui se rapproche des éléments théoriques décrits dans la 4G. Tu vois, ça, c'est d'un. C'est de deux. Maintenant, en trois, pour chuter c'était sur la partie disponibilité des prestataires. Donc, il y a le volet confiance à la main-d'œuvre locale qui est non négligeable, mais il faudra aussi que la main-d'œuvre locale soit qualifiée. Tu vois? Donc, c'est clair, il faut créer des champions nationaux, mais il faut que les champions nationaux soient, euh, soient compétents. Donc, c'est donc ici que je rejoins le point de Edmond sur la formation dès le primaire, dès le cycle éducationnel, qui va contribuer à renforcer cette tâche-là, à la fois chez les PME et chez les probables prestataires. Donc, en somme, je pense que c'est ça qui constituera les réponses à nos interrogations. OK. Merci, Charmant, pour cette précision encore. Je reprends encore sur le microscope de la micro-environnement. Il s'agit d'une entreprise qui a décidé de changer de paradigme, de quitter du monde, on va dire, l'ancien monde, pour embrasser le monde de la révolution numérique et qui a été confrontée à des difficultés. Et en son sens, ces difficultés-là peuvent être des avantages si elles sont adressées pour pouvoir donc permettre à toutes les entreprises de pouvoir donc emprunter ce pas. Ma prochaine question va à l'endroit de Edmond. Elle a parlé de vision en entame de son propos. Nous savons que Huawei, qui est une entreprise chinoise, est une entreprise où derrière, dans ce pays, la vision numérique est portée aussi par l'État. Et que derrière ça, il y a la naissance, il y a l'émergence de grands acteurs, comme les GAFA, qu'on appelle les BATX au niveau de la Chine, qui émergent. Au niveau local, au niveau du Cameroun, de ton point de vue, Edmond, que peut apporter Huawei pour aider à créer aussi des GAFA, des BATX camerounais? Merci Lionel. Je crois que si tu n'avais pas posé cette question, j'aurais demandé que tu la poses parce que c'est important de savoir que tout partenaire qui se veut un partenaire de long terme et qui se veut un partenaire stratégique n'a pas que des projets à porter. Il a toute une responsabilité de développement, pas seulement des infrastructures, mais d'un écosystème favorable au développement. On a parlé de la formation, certes, parce qu'il faut, derrière des programmes comme Seed for the Future, qui, entre guillemets, veut dire des graines de l'avenir, commencer, c'est-à-dire investir à intéresser les jeunes à la question du développement de l'économie numérique, au futur de l'économie numérique, mais aussi au futur de notre pays. Alors, pour revenir au sujet du développement ou alors de la croissance des PME, je vais quand même dire avec tellement d'aisance aujourd'hui que je suis tellement fière de Huawei parce qu'aujourd'hui, déjà au bureau local, je crois qu'on a en moyenne, permettez-moi, 300 employés. Ce ne reste que le bureau du Cameroun. Et nous avons quand même
plus de 70% de personnel, qui est un personnel camerounais à ce titre. Et je vais dire aussi aujourd'hui, la plupart des projets qui sont exécutés absolument avec des fournisseurs locaux. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Ce sont des fournisseurs locaux, c'est-à-dire des partenaires qu'on a identifiés localement, qui ont le savoir-faire, qui ont l'expertise avec qui nous travaillons pour l'accompagnement de la plupart des projets. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'en travaillant avec des partenaires locaux, elle permet de faire indirectement ou alors de façon très experte un meilleur transfert de compétences. Elle permet de créer des emplois, d'absorber les jeunes, d'accord, de créer des emplois et directs et indirects. Ça, c'est très important pour nous et nous avons un point d'honneur là-dessus. Voilà. Donc, je pense que chez nous, cette question ne se pose pas parce qu'au-delà de ces formations des jeunes, nous travaillons énormément avec des partenaires locaux qui nous accompagnent dans ce qu'on appelle l'externalisation des compétences ou alors la mise à disponibilité des services. Et ça permet effectivement de venir combler un grand vide. Nous pensons que c'est notre responsabilité parce que si on se dit qu'on est partenaire stratégique, c'est un partenariat stratégique pour un écosystème équilibré et si besoin est, un écosystème qui devrait être avantageux beaucoup plus aux Camerounais en termes de ressources humaines. D'accord? J'espère que je réponds à votre question. Oui, ça a été, c'est quand même clair, c'est précis et concis. Donc, ça répond parfaitement à la question. Ma prochaine question va à l'endroit de Jacques Jonathan. En tant que membre du principal patronat du Cameroun, et quand on sait que derrière les patronats dans le monde, quand même aussi un rôle essentiel à accompagner les gouvernants à pouvoir prendre des décisions, prendre des visions. Aujourd'hui, au niveau du JICAM, qu'est-ce qui est mis en place pour derrière impulser cette dynamique de transformation numérique au Cameroun? Alors, au niveau du JICAM, comme je le disais, hein, on a déjà dès notre document stratégique, c'est-à-dire le livre blanc, identifié l'importance de placer le numérique au centre de la dynamique de transformation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça en pratique, nous travaillons bien évidemment aujourd'hui à la mise sur pied d'un certain nombre de plaidoyers, dont nous en avons d'ailleurs fait un récemment sur les questions de protection des données, parce que une fois qu'on parle de numérique, il faut aussi que l'ensemble des politiques publiques, au-delà du cadre général des affaires, hein, que l'ensemble des politiques publiques qui sont mises en place vont aussi dans le sens de faciliter ce numérique. Ça concerne la protection des données, la cybersécurité, la protection des consommateurs, les questions aussi, bien évidemment, anti-corruption, anti-blanchiment. On a vu récemment les pseudo, entre guillemets, scandales autour d'un certain nombre de sujets liés aux nouveaux acteurs de crypto-monnaie. Donc, il faut aujourd'hui aussi quand même, pour permettre l'éclosion de ce secteur numérique, un ensemble de politiques publiques qui soient mises en place dans un certain nombre de secteurs. Donc, le JICAM travaille aujourd'hui à un ensemble de plaidoyers. Certains ont déjà été mis sur pied et adressés, d'autres sont en cours pour permettre que le cadre réglementaire facilite l'éclosion de ces acteurs du numérique. Mais au-delà de ça, je crois que le principal aussi enjeu et sujet sur lequel on travaille, c'est vraiment la structuration des acteurs. Aujourd'hui, nous avons entrepris d'ailleurs de travailler de manière très étroite avec un réseau qui est le REPTIC, qui regroupe déjà un certain nombre d'acteurs du numérique. Nous avons encouragé la mise sur pied aussi d'une association des opérateurs, qui a été récemment d'ailleurs créée au JICAM même, avec un ensemble d'acteurs, Orange, MTN, Nextel. Donc l'idée aujourd'hui aussi pour nous, c'est de véritablement travailler comme c'est le cas sur un certain nombre d'autres filières, les meuniers, les filières brassicoles, toutes les autres filières, pour structurer les acteurs de la filière afin de leur permettre déjà de pouvoir être plus forts dans
dans la protection de leurs intérêts, mais aussi de créer les synergies nécessaires. Et donc, on envisage véritablement de pouvoir poursuivre les efforts en la matière et on espère, hein, je crois, ce n'est un secret pour personne, que Camtel ou tous les autres acteurs importants aussi vont se joindre à nous dans ces efforts-là, parce que je pense que le secteur privé, même si les efforts qui sont faits par l'État ne sont pas toujours satisfaisants, le secteur privé aussi doit pouvoir susciter une dynamique déjà lui-même en montrant par sa capacité d'organisation, par sa capacité de plaidoyer et par les synergies aussi qui peuvent être mises en place à ce niveau-là, qu'il y a une réelle opportunité là et sur laquelle, bien évidemment, le public ne pourra que surfer. Donc, voilà un peu aujourd'hui les axes sur lesquels le GICAM travaille. Déjà, replacer les numériques au centre de la réflexion. Ensuite, développer un certain nombre de plaidoyers qui permettront d'avoir le cadre réglementaire nécessaire. Et puis, enfin, structurer véritablement les acteurs. OK. Merci, Jacques-Jonathan. Je pense que c'est clair, le GICAM est en action et essaye aussi d'apporter sa pierre d'édification de cette transformation numérique-là. Donc, je m'en vais. Donc, on va prendre juste 2 séries de questions de nos internautes. La première question que j'ai, c'est pour Harvest. Donc, Harvest, vous avez rencontré des difficultés à trouver des partenaires, des prestataires et des ressources humaines. Quelles mesures avez-vous prises pour aider le gouvernement camerounais à avoir des compétences locales en tant qu'entreprise citoyenne? Ouais. C'est une mission qu'on demande à Harvest. Armand, la question est pour toi. Tu peux répondre avant que je passe à la question d'Edmond. Donc déjà à notre niveau, bien que l'entreprise principale qui a réalisé le chantier soit une entreprise extérieure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'adjoindre un consultant local pour essayer de prendre effectivement la main et le savoir-faire à telle enseigne que nous-mêmes, à notre niveau, que nous puissions avoir une sorte de service après-vente rapidement disponible, un service de suivi disponible. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on a déjà contribué à ramener l'expertise technologique au Cameroun et à la donner à une PME locale. OK. On voit déjà un exemple de ce qu'Harvest a fait pour derrière essayer de contribuer aussi à ça. La question pour Edmond. Ouais, c'est Huawei. Ouais. Vous avez dit que Huawei accompagne les écoles, les universités. Quel programme avez-vous conçu pour aider aussi les écoles secondaires? Mais bon, je dirais, pour l'instant, on a commencé par les universitaires parce que si vous regardez les programmes de formation au Cameroun depuis un moment quand même, lorsqu'on commence déjà à parler de filière TIC, c'était déjà un peu plus intéressant à l'université d'abord, d'accord? Ça, on le sait, on n'avait pas des matières TIC au secondaire, sauf peut-être, je ne maîtrise pas dans des écoles techniques. Il faut toujours commencer par quelque part, chers jeunes. Mais si on pense que si on a de la bonne crème et que c'est déjà suffisamment ancré, parce que dans ça, il n'y a pas que la formation. Dans ça, il y a même derrière ce qu'on appelle un peu une motivation, un encouragement. Une fois que c'est déjà suffisamment intégré et que les jeunes en sont suffisamment conscients de ce qu'ils vont porter l'économie et l'avenir du pays demain, ce serait beaucoup plus facile de migrer vers le secondaire. Et je pense aussi qu'au niveau du Cameroun, chaque année, on a l'organisation pédagogique qui change. Aujourd'hui, on a déjà même à l'école primaire l'apprentissage des langues étrangères, alors qu'à notre époque, on n'avait pas ça. Ça veut dire que demain, même à l'école primaire, peut-être on aura des filières ici, ce qu'on a même déjà. Aujourd'hui, j'entends ma fille qui est au cours moyen 1 me dire que maman, on a ICT demain. Ou un peu.
À notre époque, ce n'était pas ça, mais bon, on est que Huawei, il n'y a pas que Huawei au Cameroun, on a beaucoup d'autres entreprises qui travaillent aussi, qui œuvrent aussi dans le développement de cette économie numérique. Nous n'apportons que notre pierre à l'édifice et nous espérons donner le meilleur de nous d'ailleurs. Donc, on a commencé par les établissements du supérieur parce que nous estimons qu'ils sont plus en même d'intégrer beaucoup plus rapidement. Et une fois que ce sera assez stable, nous pensons pouvoir créer des plateformes et des partenariats qui permettent aussi de donner l'occasion aux professionnels de se rapprocher de ces établissements afin d'avoir, c'est-à-dire des formations, des certifications. C'est vers là que nous sommes en train de migrer. Et comme M. Benalla le disait tout à l'heure, si peut-être l'année prochaine, nous pensons voir comment est-ce qu'on peut convaincre ces établissements d'ouvrir une porte aux professionnels, je dis n'importe quoi. Vous pouvez finir le boulot à 17 h, vous allez prendre des cours et après vous passez des certifications. Nous, on le fait pour les établissements et puis maintenant les établissements peuvent mettre ça comme un service de valeur ajoutée aussi à disposition de ces professionnels. Et maintenant, pour les questions du secondaire, vraiment, ça pourra venir, mais avec le temps. Je ne voudrais pas donner une garantie là-dessus parce que nous pensons que déjà, les personnes qui sont suffisamment conscientes déjà, ils sont au moins à l'université et dans le monde professionnel. Et nous voudrons déjà pouvoir, ils peuvent avoir la parole si on leur demande de faire des échanges, ils peuvent parler de façon un peu plus sérieuse, un peu plus sereine aussi. Et voilà, pour nous, ce serait magnifique que tout le Cameroun entier s'intéresse, hein. On ne cherche que ça. Mais on ne peut pas tout embrasser à la fois, il faut le faire progressivement. Et on espère, une fois que ce sera suffisamment stable, on va pouvoir donner la chance à d'autres personnes. Néanmoins, il faut quand même le dire, je voudrais appuyer un peu ce que M. Jacques disait tout à l'heure, c'est qu'il faut intéresser les jeunes. C'est quelque chose de plus important parce que je vous dis qu'aujourd'hui au Cameroun, on devrait pouvoir effectivement intéresser les jeunes. C'est très difficile pour nous. Nous avons la volonté de donner ces formations. Mais si vous voyez comment nous nous battons dans les établissements, ce ne reste que pour convaincre les étudiants de suivre des formations qu'on leur donne gratuitement. Vous n'en croirez pas vos yeux. Les enseignants fournissent des efforts énormes pour que ces étudiants prennent des cours. Les chefs d'établissement fournissent des efforts énormes. Donc, vous voyez, quand on parle de développement et de vision, c'est qu'il faut pouvoir permettre à tout le monde d'intégrer cette vision. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement, en fait, c'est qui? C'est vous, c'est moi, le gouvernement. Mais chacun devra jouer son rôle. Si, par exemple, on dit qu'il y a des partenaires qui sont experts au Cameroun, on a l'entreprise de Jonathan, on a l'entreprise d'Edmond, on a l'entreprise de Thème, ils ont la volonté de faire ce transfert de compétences. D'accord, le gouvernement leur a déjà permis d'être au Cameroun. Le ministère de l'Enseignement supérieur a signé des accords de partenariat pour que les étudiants puissent bénéficier, en fait, de cette expertise, de ces compétences, de cet échange. Mais maintenant, vous pensez qu'il faut qu'ils s'élèvent aussi pour aller dans les écoles pour utiliser le bâton pour dire vous allez absolument suivre, on ne peut pas toujours continuer comme ça. Il faut une conscientisation. Et je dis chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Et ça revient aussi, voilà, ça revient aussi à la question d'investissement dont Jonathan parlait tout à l'heure. Pour que, je vais le dire, hein, les investisseurs s'intéressent déjà. Il ne faut pas avoir la prétention de ceux qui ne s'intéressent pas, puisque s'il y a des choses qui sont déjà faites, c'est que quand même, ils se sont intéressés, d'accord? Peut-être ça n'atteint pas ou bien ça ne répond pas à nos objectifs ou alors à nos rêves, mais je dis, il faut donner un peu plus de sérieux à ces secteurs. Une fois que quelque chose est pris beaucoup plus au sérieux, l'intéressement des investisseurs vient naturellement, d'accord? On ne force pas, on ne force pas. Il faudrait que nous, Camerounais, soyons beaucoup plus engagés, que nous comprenions l'importance de l'économie numérique, que nous comprenions, et permettez-moi le terme, la priorité même de l'économie numérique. Il faut qu'on comprenne la priorité parce que l'économie numérique vient impacter tous les secteurs, c'est-à-dire personne ne reste derrière. Les secteurs, que ce soit agricole, que ce soit santé, que ce soit finance, que ce soit, dites tout ce que vous voulez, l'économie numérique aura un rôle à jouer là-dedans. On voit dans d'autres pays aujourd'hui où le secteur de l'économie numérique contribue au moins à 50%, hein,
du produit intérieur brut, du PIB. Chez nous, on est à combien? Alors, je voudrais taire ce chiffre parce que peut-être je n'ai pas l'exactitude, mais je pense que chez nous, ce n'est pas encore ça. Je pense que chez nous, ce n'est pas encore ça, ce n'est pas ce que nous attendons. Mais je vais dire aussi, je suis l'une des Camerounaises qui pense qu'il ne s'agit pas que de critiquer. D'accord? Il ne s'agit pas que de critiquer, il s'agit de faire, il s'agit de contribuer à sa manière, chacun dans sa position. Je ne suis pas... on va critiquer, oui, mais si on passe le temps à critiquer, où est-ce qu'on s'en va? Il faut faire, il faut changer. Ce ne reste qu'une chose aujourd'hui, une autre demain, une autre après-demain. Et au final, on aura changé beaucoup de choses. Et je pense que c'est même aussi l'une des motivations du thème pour lequel on est aujourd'hui. Il dit, que faut-il faire pour améliorer? Il n'est pas question de qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Non, il s'agit de comment est-ce qu'on peut améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la contribution de chacune de nos entreprises? Qu'est-ce que nous pensons que les autres acteurs devraient faire? Et je réponds à cette question de façon précise, comme ça, en disant que non seulement nous devrions intégrer l'importance de ce secteur, nous devrions inviter tous les acteurs à la transformation digitale, nous devrions inviter tous les, permettez-moi, hein, les départements ministériels, même je veux commencer par ça, le service public d'abord, le service public d'abord. Parce qu'une fois que le service public aura fait cette transformation numérique, croyez-moi, le privé, les PME, ils vont suivre. Ce sera facile. Je donne un exemple. Vous allez au ministère de... Quel est le ministère que je vais utiliser pour ne heurter personne? Non, je vais prendre plutôt un exemple, un successful case. Oui, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple de la CNPS aujourd'hui. La CNPS aujourd'hui, sans publicité, hein, permettez-moi, la CNPS aujourd'hui qui est l'une des entreprises, croyez-moi, qui a réussi un modèle de transformation numérique à féliciter. Il y a de cela 3-4 ans, je ne sais pas, c'était l'une des entreprises où on avait chaque mois au moins un bruit dans Yaoundé où il y a les pensionnaires, nos papas qui ont fait la grève de la faim dans un carrefour parce que leur pension n'est pas passée ou machin, machin. Ça fait 3 ans, 4 ans aujourd'hui, on n'entend plus parler de la CNPS de façon négative ou bien dans ce genre de bruit. Je vous mets à défi. Aujourd'hui, avec la CNPS, vos parents peuvent toucher leur pension sans même se déplacer, juste à partir du téléphone. Et tout est authentique. Ils ont une application qu'ils ont téléchargée. Tous les documents qu'on leur demande, c'est à l'intérieur. Et même à l'intérieur de la CNPS, c'est structuré de telle sorte qu'il y a un temps minimum pour gérer un dossier. Ça veut dire que les dossiers ne doivent pas s'accumuler à votre interface. Si les dossiers s'accumulent à votre interface et dépassent un nombre, ça va donner un signal à votre superviseur que vous n'êtes pas en train de travailler au rythme qu'il faut, vous n'êtes pas en train de gérer la clientèle comme il faut, et on va vous interpeller. Et c'est comme ça que ça doit passer de vous à la prochaine personne. Ça fait qu'il y a une diligence dans le travail, il y a une efficacité et il y a un résultat qui ne discute pas. Vous voyez un peu? Exact. C'est ça qu'on parle. Et ça peut se ressentir au niveau du client parce que le client ne sait même pas tout ce qui a été fait derrière en termes d'investissement, en termes d'organisation, en termes de formation, en termes de je ne sais pas. Mais le client peut le ressentir parce qu'il n'a plus besoin d'aller à la CNPS. Le seul jour où il va à la CNPS, c'est quand il va aller déposer pour recevoir son argent. Il y a même aussi, quand c'est même déjà régulé, il peut avoir la possibilité même de recevoir son argent directement dans son compte. Et on n'y va que pour donner quelques pièces de comptabilité, parce que vous savez bien, avec la comptabilité, il faut quand même un peu des pièces physiques. Mais le reste, c'est dans un système. Alors, regardez un peu ce que ça peut apporter en termes d'impact économique. Regardez un peu, aujourd'hui, ça va empêcher un papa qui n'est déjà pas en santé, dans un 3e âge, d'avoir à se déplacer dans son lieu de retraite, peut-être dans son village, je dis n'importe quoi, pour aller trouver le point CNPS le plus proche, pour faire le rang du matin au soir, comme on en a souvent vu, et puis pour commencer à baisser. Tout ça, il peut s'occuper à faire autre chose. S'il a son commerce, il reste dans son commerce, et puis avec son téléphone, il peut gérer. Je vais dire, l'économie numérique ne devrait pas être considérée comme quelque chose que les Occidentaux veulent nous apporter. C'est là où il y a problème. Ça devrait être considéré comme quelque chose dont on en a besoin. Et nous, on veut l'avoir. Et je pense qu'on doit tous œuvrer à faire intégrer cela autour de nous. Et de cette façon, on va mieux accompagner la politique du gouvernement, la vision du gouvernement. On va être tous engagés pour l'améliorer, chacun
de sa manière. Donc voilà. Tout à fait. Merci, Edmond. Et c'est clair, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire d'une entreprise, ce n'est pas une affaire de Huawei, de Harvest, c'est une affaire de toutes les entités de la société qui doivent ensemble se mettre ensemble pour pouvoir justement faire bouger les lignes. La question pour Jacques Jonathan, l'abonné demande, en tant qu'avocat d'affaires, que pensez-vous du rôle des lois sur le digital pour aider à accélérer la transformation numérique au Cameroun? Alors oui, enfin, je pense que il faut se dire une chose, et on le disait un peu plus tôt, quand on veut structurer une économie comme l'économie numérique, ou en tout cas quand on veut promouvoir une économie comme l'économie numérique, il y a deux leviers. Le premier levier, c'est celui de la structuration, c'est-à-dire des politiques que vous mettez en place. Le deuxième levier, c'est celui de la régulation. Comment est-ce que, en tant que régulateur, vous arrivez à jouer votre rôle pour permettre de pouvoir faire avancer les objectifs ou les politiques que vous avez définis. Donc, bien évidemment, que ce soit en amont au niveau des politiques à mettre en place ou en aval au niveau de la régulation qui doit intervenir, le rôle de la loi est fondamental. Moi, je vais vous prendre, j'allais dire, un secteur. Nous, aujourd'hui, par exemple, en tant que cabinet d'avocats, on a choisi d'apporter notre contribution sur cette question qui est centrale pour nous en développant une politique assez attractive pour les fintech. Aujourd'hui, on a un ensemble de clients parmi les fintech que vous voyez aujourd'hui se déployer aujourd'hui au Cameroun. On a un ensemble de ces dernières qui comptent dans notre portefeuille de clients parce que nous avons choisi pour ces acteurs-là, compte tenu du rôle que je disais un peu plus tôt qu'elles jouent en termes d'inclusion financière, en termes d'impact social, on a choisi de leur offrir des packages attractifs pour leur permettre de pouvoir accéder à des services juridiques d'une certaine qualité. Et par exemple, sur ces acteurs-là aujourd'hui, quand vous regardez comment est-ce qu'une fintech fait pour se déployer aujourd'hui dans notre pays, vous allez voir qu'il y a, malgré le fait que déjà, il y a une régulation qui existe pour un certain nombre de sujets, la réglementation sur les prestataires de services de paiement, il y a un certain nombre de textes, par exemple, sur la signature électronique, vous allez quand même voir qu'en pratique, soit un certain nombre de ces textes ne sont pas effectifs. Par exemple, aujourd'hui, combien d'exemples aujourd'hui de cas de signature électronique effectifs on peut citer au Cameroun. Vous allez voir aussi, comme je le disais un peu plus tôt, qu'il reste un vide sur un certain nombre de questions. La réglementation sur la protection des données. Aujourd'hui, comment est-ce qu'un acteur qui évolue au niveau international, quand il veut venir se déployer au Cameroun avec toutes les contraintes qu'on connaît sur la protection des données, comment est-ce qu'il considère ou met en place une infrastructure conforme au Cameroun. La question se pose. Pour un acteur même camerounais, aujourd'hui, il lui appartient à lui-même de designer finalement son cadre de conformité parce que la réglementation n'est pas claire en la matière, avec des risques qu'on a vus récemment, y compris pour des acteurs publics. On a eu parfois des sites Internet qui ont été hijackés avec un risque en termes de données personnelles qui est assez important. Donc, je peux multiplier les exemples comme ça, y compris d'ailleurs aujourd'hui le point qui concerne le consommateur, parce que in fine, quand on parle d'économie, derrière, il y a la question du consommateur. Comment est-ce qu'on protège le consommateur? Même à l'étranger, vous voyez aujourd'hui, il y a des banques qui sont des banques en ligne, qui n'ont plus de guichet, qui n'ont plus X, qui n'ont plus Y, mais parfois c'est difficile, parce que vous êtes un consommateur, vous avez du mal à accéder à un service, vous avez comment est-ce que vous faites pour défendre vos droits? Donc, même sur cette question précise, pour moi, aujourd'hui, quand on veut passer effectivement vers le numérique, il y a un ensemble de textes qui sont aujourd'hui encore à mettre en place. Et c'est notamment sur ces derniers que je disais que le GICAM travaille. Donc, c'est pour dire que le rôle de la loi est un rôle central parce que l'État, dans son rôle à la fois d'État facilitateur, mais aussi d'État régulateur, utilise la loi
pour pouvoir mettre sur pied ces politiques et s'assurer que l'écosystème fonctionne. Donc, c'est véritablement ça. Maintenant, nous, cabinets d'avocats ou professions juridiques, là où l'État n'a pas encore joué son rôle, on peut aussi être pionnier, c'est-à-dire que nous pouvons, c'est ce que je disais un peu plus tôt, en proposant notamment par exemple à nos clients une infrastructure, un cadre réglementaire de protection des données qui vont proposer de manière volontaire, eux, à leurs clients en disant, OK, si vous venez sur ma plateforme, voici ce que moi, je vais mettre en place pour m'assurer que vos données sont protégées. Donc, sur ce point-là, nous aussi, en tant qu'acteurs juridiques, on peut jouer un rôle de précurseur en disant à nos clients, même si la loi n'est pas encore venue, voici ce qui peut être fait pour pouvoir garantir déjà un certain nombre de sécurité et de protection, quitte à ce que derrière, bien évidemment, le régulateur puisse prendre le dessus. Mais je vais juste terminer sur ce point pour dire que il faut quand même néanmoins que nous changions le regard qu'on porte sur la loi. Moi, je suis quand même assez aujourd'hui interpellé, même si c'est vrai dans tous les pays, on a cette fâcheuse tendance-là, mais je suis interpellé par la façon dont on a tendance à percevoir les acteurs, par exemple, FinTech, les acteurs de la crypto-monnaie, etc. On voit toujours, OK, comment est-ce qu'on peut empêcher? Comment est-ce qu'on peut limiter? Comment est-ce qu'on peut s'assurer, entre guillemets, que ça fonctionne? Alors que je pense, et c'est là où je rejoins ce que disait Edmond, le Cameroun peut devenir un leader dans la crypto-monnaie. On peut profiter de cette opportunité-là même pour faire d'autres choses dans notre pays. Donc, il nous appartient aussi, même y compris en tant que régulateur, de voir, non pas à chaque fois, bien entendu, il faut encadrer, mais de voir plutôt comment on peut créer des opportunités pour ces acteurs-là et pour toutes les personnes qui font en bénéficier. Donc, la loi n'est pas que répressive, elle peut aussi être incitative et elle peut permettre de créer des opportunités. OK, merci Jean-Jonathan. Effectivement, elle est aussi là pour encadrer, pour protéger, pour aider à grandir et non forcément pour sanctionner et mettre des garde-fous. Nous sommes arrivés quand même à la fin de notre 25e édition. C'était très, très enrichissant, très, très passionnant. Ce que je veux dire déjà, c'est qu'il y aura un tout le table, mais la rediffusion, le replay, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à temps, sera disponible dès demain soir. Donc, un tout le table, pour la clôturer, Edmond, ton mot de la fin. Oui, merci Lionel. C'est toujours un plaisir de parler du développement de l'économie numérique du Cameroun parce que c'est un sujet qui particulièrement me porte à cœur. Donc, si vous me réveillez même à minuit, je vous dirai, voilà, je vous dirai toujours quelque chose parce que j'ai moi aussi ce petit rêve de voir avancer énormément. Il y a, je vais dire, notre pays, surtout en termes de développement économique numérique, parce que c'est bien dans ce secteur que je suis, il y a énormément qui a déjà été fait et je voudrais aussi inviter les Camerounais déjà à apprécier et à encourager parce que pour ceux qui sont dans le secteur, ils savent ce que ça fait comme effort et même la volonté politique qui est derrière. Je veux dire, on est parti de rien du tout. Aujourd'hui, on est au bas mot, même si ce n'est pas dans les attentes des autres. Et tous ceux que nous admirons aujourd'hui ont commencé par quelque part. Et puis, on n'est pas dans les mêmes conditions de température et de pression. Il faut apprécier les efforts qui sont déjà faits, mais surtout encourager à ce qu'on puisse faire mieux. Et je veux dire, ça demande l'implication de tous. Le développement de l'économie numérique n'est pas une affaire de X ou de Y. Ce n'est pas une affaire du gouvernement uniquement, ce n'est pas une affaire du régulateur uniquement, ce n'est pas une affaire des opérateurs uniquement. C'est sûrement leur affaire en majeure partie, c'est l'affaire de tout le monde. Il s'agit de tout le monde. Tout le monde devra s'y intéresser. Nous devrons mettre des efforts, conjuguer nos efforts pour que ça se passe bien, pour que ça avance. Et je pense aussi ici que le rôle de Huawei en tant que partenaire stratégique, c'est aussi d'accompagner le gouvernement dans le développement d'une stratégie nationale qui permette de partager les expériences, des modèles qui ont réussi ailleurs avec notre concours pour que, effectivement, les canevas qui sont mis sur pied soient beaucoup plus solides, qui soient beaucoup plus forts. Et bien sûr, on intègre toutes les autres parties parce que je veux dire, si des choses qui sont faites n'intègrent pas les autres, alors il y a toujours un vide à combler. Et voilà, nous sommes prêts, toutefois que nous avons l'invitation de venir à la table
nous n'attendons que l'occasion de partager nos expériences, l'expérience de la Chine qui est aujourd'hui l'une des expériences les plus remarquables. Nous voulons la partager avec le Cameroun. Nous sommes prêts, notre porte est ouverte. Si nous sommes invités, on va le faire. Et l'expérience d'autres pays, on vous a dit que Huawei est présent dans pratiquement 170 pays dans le monde. Vous vous dites bien que nous avons travaillé aussi dans ces pays-là. Donc, au bas mot, nous avons une expertise et nous voulons la partager. Uniquement ça. Voilà. OK. Merci beaucoup, Edmond. On ne va pas hésiter de renouveler les invitations pour que derrière, prendre tout ce que le benchmarking, tout ce que l'expertise de Huawei dans le monde peut aider à construire l'écosystème camerounais. Merci encore d'avoir été avec nous. Charmant, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est les entreprises gagneraient à s'investir de plus en plus dans la transformation numérique. Parce que, comme on veut, ça a un impact non seulement sur la productivité, mais également sur le positionnement, parfois même business de ces dernières. Donc, oui. Maintenant, cela passe souvent par le fait d'oser des technologies nouvelles. Et oui, donc nous, chez Harvest, on s'est déjà positionné sur ce segment-là et on va continuer pour fournir le meilleur service à nos clients. Et c'est le mot de la fin. Merci Charmant pour ta participation et ton testimony d'un cadre d'une entreprise qui a décidé d'emprunter la route de la transformation numérique. Merci d'avoir été présent. Jacques Jonathan, ton mot de la fin? Oui, merci Lionel. On doit créer les champions nationaux et Edmond est prêt à aider. Tout à fait. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup à toi. Merci à tous les panélistes pour cette discussion fort intéressante. Effectivement, moi, je vais juste conclure en disant que rêvons et rêvons grand et pensons que effectivement au Cameroun, on peut avoir des champions nationaux qui demain pourront se déployer en Chine. Comme Huawei se déploie au Cameroun. Il y a quelques années, Singapour venait au Cameroun pour pouvoir s'inspirer du modèle de développement que nous utilisions. Aujourd'hui, Singapour est un leader en matière de nouvelles technologies. Nous ne le sommes pas encore. Donc, c'est possible. Mais pour ça, il faut se donner les moyens de pouvoir arriver. Et effectivement, c'est se donner les moyens à tous les niveaux, au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé, au niveau de la population, mais c'est possible et on peut y arriver. Toutes les innovations aujourd'hui les plus importantes, on parle du mobile money. Aujourd'hui, elles ont existé en Afrique. C'est en Afrique qu'on a réinventé le mobile money pour ensuite aller l'utiliser en Europe ou ailleurs dans le monde. Je crois qu'on parle de reverse innovation. Donc, c'est pour dire que c'est ici que ça se passe. Maintenant, c'est à nous de pouvoir prendre conscience de cela et se donner les moyens d'en faire un levier de transformation économique et qui nous permettra demain, je l'espère, de pouvoir avoir ces champions nationaux qui se déploieront aussi à travers le monde. Et merci Jacques Jonathan. Je vais conclure avec une phrase que j'ai vue dernièrement sur les réseaux sociaux. Ne serons pas pour l'économie numérique que des consommateurs, mais seront aussi des consommateurs. Merci à tous qui nous ont suivis et à très bientôt pour la prochaine édition du Blue Digital Talk. Bye. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.